savais pas quel métier je voulais faire plus tard, mais j'étais persuadée que je voulais travailler pour ma terre, en Fénois, comme on dit en Polynésie française. J'ai réalisé mes études pendant 5 ans en métropole. Et c'est pendant cette période que je me suis réellement rendu compte de la chance que j'avais de vivre à Tahiti, par son mode de vie, mais aussi ses richesses, comme la nature, la rivière, la mer ou encore sa biodiversité. Ce n'est donc qu'à partir du master que j'ai choisi le domaine de l'environnement, car je voulais mettre ma pierre à l'édifice pour préserver toutes ces richesses. Après avoir obtenu mon master, je suis tombée au hasard un matin sur un article du journal disant que l'entreprise hydroélectrique de Tahiti cherchait un doctorant pour étudier l'impact des aménagements hydroélectriques sur les anguilles. Et en fait, pendant mon master, j'étais déjà interpellée, voire intriguée par cet animal si mystérieux qu'est l'anguille. Et surtout que nous avons très peu de connaissances sur nos espèces de Polynésie française. Donc je me suis tout de suite dit, cette annonce était faite pour moi. Donc j'ai postulé et j'ai été choisie. Le rêve. Quand j'ai commencé, je ne comprenais rien au langage spécifique de l'hydroélectricité. Et c'est en effectuant mes recherches que j'ai pu acquérir des connaissances dans ce domaine et que j'ai compris que la transition énergétique, que le sujet de la transition énergétique était important pour une île éloignée telle que Tahiti et que la dépendance au pétrole était bien présente, à hauteur de 60% minimum par an. Donc, l'hydroélectricité permet de produire une grande part d'électricité à Tahiti, environ 30% chaque année, pour seulement 5 vallées aménagées. Et j'ai découvert qu'il y avait un grand potentiel. Pourquoi? Car à Tahiti, nous avons en tout 72 vallées, donc 72 grandes rivières. Ces rivières sont notre richesse naturelle, car grâce à elles, il ne faut pas l'oublier, nous avons à profusion l'eau domestique, l'eau potable chez nous dans nos maisons. Et en plus, on peut produire de l'électricité avec. Mais je trouve qu'on oublie souvent les rivières par rapport à la mer, alors qu'elles comportent une faune aquatique dont beaucoup de monde ne connaissent pas et ne font pas attention lorsqu'ils vont dans la rivière, comme moi avant. Et grâce à cette étude, j'ai appris que la majorité de nos espèces des rivières sont indigènes, c'est-à-dire que c'était des espèces marines auparavant. Et lorsque Tahiti a été créé en plein océan, lorsque nos rivières ont été créées, ces espèces se sont adaptées toutes seules à nos rivières. Elles n'ont pas été introduites par l'homme. On dit que ces espèces sont amphihalines, c'est-à-dire que leur cycle de vie comprend une partie en mer et une partie en rivière. Et il y en a 15. 3 espèces d'anguilles, une espèce de cocopou, une espèce de natto, 5 espèces de chevrettes, qui sont des crevettes d'eau douce, et 5 espèces de gobies, dont les juvéniles sont appelés ina à Tahiti. Les chevrettes, les cocopous, les gobies se reproduisent en rivière, pondent en rivière, et lorsque les œufs vont éclore, les larves vont devoir aller obligatoirement en mer pour effectuer leur croissance et devenir des juvéniles. Ensuite, les juvéniles vont retourner dans la rivière. C'est donc pour cela que les ina sont pêchés soit en pleine mer, soit à l'embouchure. Et que s'il n'y a pas ce lien entre la mer et la rivière, les larves meurent. Alors que les anguilles et les nattos se reproduisent en mer, mais font leur croissance en rivière. C'est donc pour cela qu'il ne peut pas y avoir d'aquaculture de toutes ces espèces, car j'insiste, le lien entre la mer et la rivière est primordial pour que ces espèces effectuent leur cycle de vie. Mais le cycle de vie de l'anguille est quand même particulier. Pourquoi? Tout simplement parce que les adultes reproducteurs vont se reproduire en plein océan jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Ensuite, ils meurent. Mais avant de mourir, la femelle va pondre jusqu'à 1 million d'œufs, dont les œufs vont éclore en plein océan
cela va donner des larves leptocéphales. Donc, elles sont transparentes, en forme de feuilles, et les nageoires ne sont pas encore formées. Donc, ces larves vont emprunter les courants marins pour arriver jusqu'à nos rivières et se métamorphoser en juvéniles d'anguilles, qu'on appelle des civelles. Ces civelles transparentes vont remonter la rivière et vont commencer à se pigmenter. Donc, vont commencer à prendre de la couleur. Et vont donc entamer leur étape de croissance. Vont passer au stade d'anguille jaune. Dès qu'il y a du jaune sur une anguille, c'est-à-dire qu'elle est toujours en étape de croissance. Par exemple, il y a quelques années, nous avons capturé notre spécimen record de 2 mètres dans la vallée Vejiria, qui était toujours jaune. Elle n'a pas été domestiquée, elle est vraiment sauvage. Ensuite, cette anguille jaune va se métamorphoser en anguille argentée lorsqu'elle se sentira prête à aller se reproduire en mer. Sa peau va devenir argentée, ses nageoires pectorales vont grandir, ses yeux vont grandir et vont devenir bleus. Donc, si un jour vous observez une anguille argentée aux yeux bleus, s'il vous plaît, ne l'empêchez pas d'aller en mer. Elle voudra aller se reproduire. C'est donc pour cela que l'anguille est un grand mystère pour les scientifiques, car nous connaissons uniquement le lieu de reproduction de 7 espèces sur 19 espèces d'anguilles présentes dans le monde. Par exemple, l'anguille européenne parcourt 6000 km dans la mer des Sargasses pour aller se reproduire. Incroyable. Nous, en Polynésie, nous ne connaissons pas le lieu de reproduction de nos 3 espèces présentes d'anguilles ici en Polynésie française. Et il nous manque encore beaucoup de connaissances à apprendre sur ces espèces. Alors que l'anguille, chez nous en Polynésie française, représente un symbole écologique. C'est elle qui est le plus grand prédateur de nos rivières. C'est elle qui est toute la chaîne alimentaire de la rivière. Elle est même cannibale. Elle se mange entre elles. On dit en Polynésie française qu'une rivière est en bonne santé s'il y a des anguilles. C'est aussi un symbole sacré chez nous en Polynésie française, par nos légendes polynésiennes, mais surtout par la légende de Hina ou du cocotier, où elle représente la création de la vie, par la pousse du premier cocotier grâce à la tête d'une anguille. Et c'est bien grâce à ces légendes qu'elle est très peu consommée ici en Polynésie française, alors que dans les autres pays, elle est consommée et commercialisée. Même dans certains pays, elle est classée en voie de disparition. Cet animal me fascine. Pourquoi? C'est un poisson. Elle respire par les branchies, dans l'eau, mais elle peut respirer également hors de l'eau une dizaine d'heures. Waouh! Oui, j'en ai été témoin. Donc, je vais vous raconter une petite anecdote. Au bureau, nous avons un grand aquarium rempli de poissons de rivière. Et un matin, nous arrivons au bureau, on retrouve une dans le parking, une autre dans un autre bureau, une autre encore dans un autre bureau. On dit, oh là là, elles se sont échappées de l'aquarium. Mais comment c'est possible? Et on s'est tout de suite dit, elles sont mortes à sécher. Et non, je peux vous dire qu'à notre grande surprise, elles étaient toujours vivantes. Nous les avons remises dans l'aquarium. Et c'était vraiment incroyable parce qu'on s'est dit, waouh, en fait, elles peuvent vraiment respirer hors de l'eau et ramper comme un serpent. Donc, c'est vrai que là, je vous raconte, je vous ai partagé beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations, mais c'est vraiment grâce à mon parcours professionnel que j'ai pu acquérir toutes ces connaissances. Et j'en ai encore d'autres à apprendre et à découvrir. Lorsque j'ai obtenu mon doctorat, l'entreprise m'a engagée en 2018 pour continuer mes recherches scientifiques jusqu'à aujourd'hui. Je suis même sortie de campagne de pêche aujourd'hui. Et je suis là devant vous ce soir. Et je continue ce suivi scientifique chaque année où je m'aperçois que les vallées aménagées sont vivantes. Elles sont remplies de poissons de rivière. Elles arrivent même à passer les aménagements hydroélectriques.
Et je réalise d'autres actions environnementales, comme la lutte contre les espèces envahissantes, comme la sensitive géante, ou encore la petite fourmi de feu, qui est un fléau chez nous en Polynésie française. Ou encore, il y a la mesure des paramètres physico-chimiques lors des travaux réalisés dans la rivière, où je dois vérifier qu'il n'y ait aucune pollution dans la rivière pour qu'il n'y ait aucun impact sur les poissons de nos rivières. Et je réalise encore d'autres missions. Mais le plus difficile pour moi a été de faire respecter ce que je voulais mettre en place dans l'entreprise pour préserver l'environnement. Mais c'est en partageant mes connaissances que mes collègues de travail ont compris pourquoi ils devaient le faire, pourquoi c'était important de le faire. Cela m'a pris quand même 1 an de faire changer les consciences. Et depuis 2019, c'est un réflexe automatique d'intégrer l'environnement dans les travaux réalisés en vallée. Donc on peut dire aujourd'hui qu'on peut faire de l'hydroélectricité, qui est une énergie renouvelable, non polluante, en préservant la biodiversité des rivières. De plus, l'entreprise a souhaité que je partage toutes ces connaissances acquises auprès du grand public et des scolaires. Donc, chaque année, je passe dans plusieurs écoles qui souhaitent comprendre le fonctionnement de l'hydroélectricité et en connaître plus sur la biodiversité de nos rivières. Où j'emmène systématiquement un aquarium rempli de ces poissons. J'adore ces interventions scolaires, car les enfants sont toujours émerveillés de voir les poissons de rivière qui n'ont jamais fait attention lorsqu'ils sont allés dans la rivière. Et c'est un réel échange, car ils me partagent leurs histoires. Ils me racontent qu'ils ont des bassins d'anguilles, qu'ils les protègent, qu'ils ne jettent pas de cailloux pour les protéger. Ou encore, ils ont enfin compris pourquoi les anguilles de leur bassin avaient disparu. Tout simplement, ils étaient contents qu'elles étaient parties aller se reproduire. Je participe également à plusieurs forums chaque année, comme la fête de l'énergie, la fête de la science, la journée de l'eau, ou encore le village de l'environnement, où je rencontre des personnes qui partagent leurs connaissances dans leur propre domaine. Je me suis rendu compte qu'il y avait un manque de connaissances dans notre domaine de l'énergie et de la biodiversité des rivières. J'en profite donc pour leur faire passer un message comme quoi l'électricité, on ne l'a pas comme ça, d'un claquement de doigts. Il y a des gens qui travaillent pour, et surtout qu'en 2023, il y a encore des personnes qui n'ont pas accès à Tahiti à l'électricité. De plus, je sensibilise également sur l'importance de nos rivières, car je le répète, c'est grâce à elles qu'on a l'eau domestique et l'eau potable chez nous dans nos maisons, à profusion. Ce n'est pas la même chose dans les atolls. Et que ces rivières jouent un rôle très important dans la transition énergétique de notre Fénois. Heureusement qu'il y a des entreprises et des associations qui réalisent des actions de préservation de biodiversité, de nos richesses, et qui partagent leurs connaissances, car il y a un grand manque de connaissances de nos richesses ici à Tahiti. Comme Tamari Point des Pêcheurs, qui préserve les coraux, qui lutte contre le blanchissement des coraux, et qui font même participer la population en réalisant du bouturage de corail. Il y a également Te Manao Te Moana, qui préserve les tortues, qui les soigne, qui les protège. Il y a aussi la Sop Manu, qui préserve les oiseaux, qui lutte contre la disparition endémique des oiseaux endémiques de notre Polynésie française, et qui lutte également contre la petite fourmi de feu qui tue ces oiseaux et d'autres espèces. Il y a aussi Fénoama, qui s'occupe du cas des déchets, qui est un grand sujet chez nous, pour des petites îles comme chez nous. Ils ont même mis en place
un tri des différentes classes de déchets. Et il y en a encore d'autres que je remercie pour toutes ces actions de préservation. Donc, merci à toutes ces personnes qui réalisent ces actions pour que nous, Polynésiens, nous nous rendons compte de la chance que nous avons et surtout que nous connaissons mieux notre terre pour mieux la préserver. J'espère que ces actions pousseront la population et surtout nos jeunes à préserver l'environnement et à agir pour la transition énergétique et écologique de notre Fénois. Comme on dit, les générations futures sont notre avenir. Mais comme je dis toujours, nos actions d'aujourd'hui sont l'héritage de demain. Maruru.